OK. Alors, quand tu prends tes rêves en note puis que tu regardes des rêves que tu as écrits en 1977 ou 1980 et que tu es capable de voir que tu as vu euh, euh, une scène de ta vie qui se produit 20 ans, 30 ans, 40 ans après avec des individus que tu ne connaissais pas à ce moment-là. Donc, tu peux dire que quand tu rêves la nuit, vu que ta pensée n'est pas assujettie à une rationalisation, qu'on est beaucoup plus vaste dans nos rêves, dans l'expression de notre être, que l'on est le jour, parce que le jour, on est obligé sans cesse de se rationaliser à la conformité du monde. Alors, le jour où on occupe une fonction qui est une fonction sociale, la société n'est pas quelque chose qui permet à l'homme d'être. Ça va faire partie de la société du futur, ça. Ça ne fait pas partie d'une société présente. Ça veut dire que le rêve, finalement, si on savait bien l'utiliser à bon escient, c'est le cas de le dire, pourrait être notre propre psychologue. On pourrait soi-même se régler Et c'est dès pour un ça, problème. c'est pour ça que Carl Gustav Jung travaillait avec les rêves avec la psychanalyse. Ouais. Mais on ne peut pas bien utiliser les rêves, parce qu'en ce moment, l'homme n'est pas dans sa conscience, c'est les rêves qui l'utilisent. Ouais. Alors, pourquoi L'homme est prisonnier de ses rêves. on est des prisonniers de ses rêves? On est prisonnier de nos émotions. On est prisonnier de notre subconscient. L'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas dans son intelligence. Alors, Si vous me permettez, ouais. excusez-moi, l'homme serait dans son intelligence le jour où il va être heureux. Essayez de me trouver des gens heureux sur Terre. Pour revenir à l'inconscient et le conscient, qu'est-ce qui différencie tant les êtres humains si, à la base, nous sommes biologiquement tous conçus de la même façon? Ils sont capables de réfléchir sur de l'infini, puis ils sont capables d'être infinis. Ils ont l'intuition réflexive de l'infini. Une roche ne peut pas penser en termes d'infini. Une roche ne peut pas penser l'univers. Un être humain peut penser en termes d'univers. Un homme peut développer une science extraordinaire. D'ailleurs, on a déjà une science qui est satisfaisante. Une rose, c'est beau à regarder, mais ça ne peut pas créer une civilisation, une rose. Une rose n'envoie pas d'homme sur la Lune. C'est ça que l'homme a très particulier, c'est qu'il a une capacité d'habilité et de réflexion qu'on ne retrouve pas dans les autres éléments de la nature. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on contrôle très mal la nature. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit l'animal a une conscience collective. En fait, tous les animaux. Tandis que nous avons les consciences. Le chien a de l'âme. A de l'âme. Oui, un être humain a une âme. Ouais. Oui, qui lui appartient. Mais ça fait partie d'une autre civilisation. Ça fait partie d'une autre compréhension de l'être humain. L'être humain ne comprend pas encore l'âme. L'être humain ne comprend pas encore l'esprit parce que l'être humain n'est pas encore totalement dans son intelligence. Il a une intelligence mentale, il a une intelligence rationnelle, il a une intelligence qui lui permet de développer des outils. La prochaine civilisation va être capable d'avoir une science de l'âme. Elle va avoir d'abord pour commencer une science de l'être, elle va avoir une science de l'esprit. Et quand elle aura une science de l'esprit et qu'elle sera capable de diriger les rêves, elle sera capable de diriger le futur. Elle changera les phénomènes du monde. Elle va changer la construction phénoménale de la matière. Et quand on va être capable d'avoir le pouvoir sur la matière, le pouvoir sur l'énergie, à partir de la pensée, là, on parle d'une autre civilisation. Là, on parle de l'homme réel. Là, on parle de l'homme conscient. Là, on parle d'intelligence. Là, on commence à se libérer de la cour à scrap, du subconscient qui a dominé l'âme depuis l'aube de l'humanité. Et puisqu'on parle de l'inconscient, Normand, est-ce que la science-fiction que l'on connaît, au cinéma bien sûr, et peut-être même dans notre quotidien, vient de l'inconscient? Ça, c'est une question qui est extraordinaire. C'est vraiment une question extraordinaire. Il y a, si vous regardez, par exemple, un film comme Fighting Club, juste à la fin du film, vous avez... c'est un film qui a été fait, je pense, en 1999. Ouais. Je crois. Je ne suis pas persuadé de la date. Dans ces eaux-là. À un moment donné, vous avez une scène où les édifices s'écroulent de cette manière-là. C'est-à-dire que les édifices ne vont pas tomber. Non, non. Il y a comme un dynamitage et ça tombe en ligne droite. Comme une implosion. Ça écrase en ligne droite. Ce qui m'a impressionné, c'est comment se fait-il que
on filme des scènes de fantasmes de ce genre-là dans le Fighting Club et qu'on retrouve quelques années après, Ah oui. le 11 septembre 2001, où les édifices, sans dynamitage, parce que je ne crois pas à la théorie de la conspiration, tombent exactement de la même manière. Moi, une des choses qui m'a le plus impressionné dans ma vie, ça a été le philosophe Bertrand Meyers. Comment se fait-il? En 1967, il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelait Soucoupe volante et science-fiction, où il y avait des images où des gens avaient été kidnappés par des extraterrestres, se disaient avoir été kidnappés par des extraterrestres. Et dans les années 1920, il y a une série de magazines de science-fiction qui s'appelait Amazing Stories, Oui, oui, oui. où on retrouvait, bien avant les apparitions d'OVNI de 1947 avec Kenneth Arnold, Ouais. des gens qui voyaient des extraterrestres et qui se faisaient kidnapper par des petits monstres avec une grosse tête. Ma question, c'est comment se fait-il que dans la science toujours précurseur de la réalité, allez louer et regardez, si vous l'avez chez vous, le film de Stanley Kubrick qui a été écrit par Arthur C. Clarke, l'Odyssée de l'espace, Ouais. et regardez la caméra du monsieur qui prend les photographies dans le film. Le film a été fait en 1968. Une caméra presque existante. C'est une contemporaine. caméra digitale. Ben oui, D'accord? c'est vrai. La navette spatiale a été dessinée par Arthur C. Clarke, Oui. mis en forme par Stanley Kubrick. Alors, les gens comme Gene Roddenberry qui ont écrit la série Star Trek, d'où vient le téléphone StarTAC, hein? Oui, oui. Celui qu'on peut ouvrir. Beam me up, Mr. Spock. Ça veut dire que la science-fiction et l'imaginaire créent notre réalité scientifique présente. Ben oui. Alors, ça, c'est la preuve que l'esprit a un pouvoir sur la matière et qu'une chose qui est pensée, c'est une chose qui est possible. Alors, si on veut comprendre le futur, on peut parfois simplement regarder dans le passé d'un visionnaire qui, lui, a pu voir bien avant notre civilisation. Donc, toute chose qui existe aujourd'hui a été pensée et décrite dans la science-fiction, écrite dans la science-fiction. Donc, quand H.G. Wells a écrit La guerre des mondes, ça a été repris par la suite en 1930 avec Orson Welles, où il y avait des rayons qui avaient la capacité de désintégrer les gens. Laser, hein? Le fameux laser. Mais le laser n'existait pas en 1897 quand le roman de H.G. Wells a été écrit. Il n'existait pas. On a inventé le laser. La base, là, je pense que Einstein avait sorti les formules. Mais le premier laser qu'on a fait, le Light Amplification by Stimulated Electromagnetic Radiation, ça a été créé en 1961. 61. Donc, là, à partir de là, bien, on commence à percer des métaux avec ça. Ça va très loin. Aujourd'hui, le laser, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Que ce soit les opérations dans l'œil ou pour détruire aussi. Ou pour détruire, mais on s'en sert en science partout. Qu'est-ce que ça veut dire que ça existait déjà dans la science-fiction? Allez-y. Comment se fait-il que des romanciers qui ne sont pas des scientifiques, qui n'ont pas lu nécessairement de la science-fiction, aient l'intuition et la capacité de voir un siècle à l'avant, 2 siècles, 3 siècles, en tout cas au moins certainement plusieurs décennies. Ça, c'est absolument fascinant. Ça veut dire ceci, quand on est romancier, on est en contact avec notre inconscient qui, lui, sait. OK. Donc, ces gens-là puisent une information déjà existante. Oui. Voilà. Dans leur subconscient. Oh là là. Ça, c'est la preuve. Mais quelle force, l'être humain. L'être humain, il est très fort quand il est éveillé. Sinon, comme je disais tantôt, un écran de moniteur noir, ça ne donne pas grand-chose. Il faut comprendre, il faut s'éveiller, mais il faut s'éveiller doucement. Il faut s'éveiller sans perdre le contrôle. Il faut aller très tranquillement avec la parapsychologie, parce qu'ici, là, je vous amène une preuve. Vous avez simplement qu'à étudier Bertrand Meyers, vous avez simplement que, quand je parle des Amazing Stories, ça existe, l'Amazing Stories. Vous avez simplement qu'à aller sur l'Internet et vous allez vous apercevoir que les extraterrestres, ils existaient bien avant
d'exister dans la réalité.